Le but de cette série de vidéos, ça va être de présenter le problème d'agrégation interne, l'épreuve 1 en 2018. Bon, je la trouve assez intéressante parce que elle se base sur la réduction et la topologie, bon, qui est un ensemble dense, un ouvert dense en tout cas qui contient un ouvert dense du programme d'algèbre. C'est très souvent qu'on utilise dans le problème la topologie, en particulier justement la densité. Il y a un petit peu de structure, comme d'habitude, de morphisme d'anneau, un peu d'arithmétique. Bon, gentil, mais quand même des choses qu'il faut savoir faire, des trucs d'école. Et puis, il y a des choses qui reviennent souvent, comme le résultant, le discriminant d'un polynôme. Voilà. Et puis aussi, bon, des choses qui sont liées à la topologie, comme le fait que l'ensemble des zéros d'un polynôme non nul à plusieurs indéterminés, c'est un fermé maigre qui contient pas d'ouvert. Donc voilà des petites choses. L'objectif du problème, c'était de montrer que si A et B sont deux matrices de Mn de C, alors le déterminant de A moins B bar, B A bar, comme ceci, est un réel, d'abord, et positif. Voilà. Alors, on appelle cette propriété la propriété 1, et il y aura la propriété 2, que pour toute matrice C dans le domaine de C, le déterminant de l'identité plus CC bar est positif. Et en fait, l'objectif du problème, c'est donc de démontrer 1, mais en utilisant 2. Donc il va falloir montrer la stratégie du problème, ça va être de montrer d'abord que 1 est équivalent à 2, bon. Ensuite que 2 est vrai. D'abord, si C est scindé à racine simple. D'accord ? Donc ça, ce sera vrai quand C sera scindé à racine simple, en utilisant beaucoup de réductions. Et ensuite, en utilisant le fait que l'ensemble oméga, c'est-à-dire des matrices C qui vérifient qui C bar est scindé à racine simple, ça, que c'est un ouvert dense, en tout cas que c'est un dense, au moins que c'est un dense, de Mn de C. Et ainsi, le fait que 2 sera vrai pour oméga va impliquer que 2 sera vrai partout, et donc 1 sera vrai. Voilà la petite stratégie de ce problème qui est joli, qui paye pas de mine, mais qui est avec des petites pépites qu'on va découvrir petit à petit. Alors, voilà une question du problème sur laquelle c'est intéressant de se focaliser un petit moment. On a bêta, l'application de Mn de C dans Mn de C qui a A associe A bar. Alors qu'est-ce que c'est que A bar Si A c'est la matrice AIJ, les AIJ sont dans C, alors A bar c'est la matrice des AIJ bar évidemment. L'automorphisme, il faut montrer que cette application est un automorphisme de R algèbre involutif. Il y a, en une seule phrase, il y a énormément d'informations. Involutif, R algèbre, automorphisme, ça fait beaucoup de choses. Alors, regardons, un par un, d'accord ? Faut pas se laisser stresser par le côté multitâche de la question. Involutif, ça veut dire que A bar, c'est A. Bon, c'est clair. R algèbre. Qu'est-ce que ça veut dire R algèbre ? Ça veut dire R espace vectoriel plus anneau. Donc en gros, morphisme de R algèbre, ça veut dire que A plus B bar, c'est A bar plus B bar, que lambda A bar, c'est lambda A bar si lambda appartient à R. Alors vous voyez que ça n'aurait pas été un automorphisme de C algèbre, parce qu'il aurait fallu mettre un bar ici, d'accord ? Mais comme lambda appartient à R, ça va être bon. Et puis AB, le tout bar, est égal à A bar, B bar. Alors comment on montre ça ? En fait, on se ramène au cas n égale 1. Donc ce serait bien de dire en premier, pour n égale 1, c'est vrai, parce que c'est Z. Pour n égale 1, ça c'est simplement C, donc c'est Z donne Z bar, et Z bar, oui c'est compatible avec l'addition,
c'est compatible avec la multiplication réelle, c'est compatible avec la multiplication interne, comme ceci. Donc, c'est bon, hein, faut faire la remarque que c'est vrai pour n égale 1, vous n'avez pas à le justifier, faut juste le dire. Voilà. Et à partir de là, eh ben, les formules d'addition, ici, c'est l'addition, ben, c'est terme à terme, donc ça va être vrai, puisque c'est vrai pour n égale 1. La multiplication, c'est aussi terme à terme. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est bien de rappeler qu'est-ce que c'est que la définition, qu'est-ce que c'est que, pas forcément la définition, mais quel est le coefficient de AB, le coefficient IJ de AB, en fonction des coefficients de A et des coefficients de B, pour bien s'assurer cette formule. Bon. Ensuite, il faut montrer que c'est un automorphisme. Et automorphisme, déjà, il faut montrer que c'est injectif et surjectif. Mais injectif, comment on va montrer que c'est injectif? Ben oui, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a besoin que de la structure d'espace vectoriel. On n'a pas besoin de la structure d'anneau. Ça, c'est un espace vectoriel, ça, c'est un espace vectoriel. Bêta est on a montré que bêta était un morphisme d'espace vectoriel. Vous voyez l'importance de montrer les choses dans un certain ordre. Hein. Il faut d'abord montrer ça pour montrer ça, hein, toujours. La structure d'abord, l'injectivité après. Et ici, bah, vous cherchez du coup le noyau. Et si vous montrez que le noyau est nul, hein, vous regardez ça juste en tant qu'espace vectoriel, faut pas se laisser hypnotisé par le fait que c'est une aire algèbre et qu'on dit ouh je connais pas les aires algèbres et tout. Bah, avant tout c'est un espace vectoriel, voilà. Et ben il suffit de montrer que ker bêta égale 0, ce qui est évident. Hein. Si a bar égale 0, bon bah tous les aij bar égale 0, donc aij égale 0, donc a égale 0. Donc ça c'est vraiment une évidence et l'injectivité est claire. Et surjectivité, bah, toujours pareil, par un argument d'espace vectoriel de dimension, puisqu'on a même dimension, et c'est pas mauvais de rappeler au moment où on rédige que tout ça provient de la formule du rang. Voilà. Ensuite, on nous demandait de montrer que le déterminant de A, le tout bar, est égal à un déterminant de A bar. C'est le moment de rappeler la formule polynomiale, l'expression polynomiale du déterminant, qu'il faut connaître, hein, cette somme pour sigma dans Sn, groupe symétrique, il y a epsilon de sigma, donc la signature, des produits, mais finalement c'est que des sommes et des produits, ce sont des combinaisons linéaires de produits, et c'est là qu'on va se servir du fait que bar est R algèbre involutif, parce que les epsilon de sigma, ils sont dans R, on a des sommes de produits de AIJ, d'accord, de A sigma de J, indice J égale 1 à N, et donc ça commute avec tout ça, donc voilà, hein, on va avoir le bar ici qui part de là et qui va à la fin arriver juste là, parce que le bar c'est un morphisme de R algèbre dans le cas n égale 1. Voilà, c'est bien de le rappeler ici. Voilà, on y va. Donc je vous rappelle que on veut comprendre le déterminant de cette matrice pour montrer qu'il est réel et positif. Regardez déjà pour le cas n égale 1, donc A et B sont des complexes, voilà, hein, des éléments de C. Donc on veut calculer A moins B bar, B A bar. Bon, bien sûr, vous savez faire, c'est un espèce d'alpha à l'envers qui nous donne une formule. Mais imaginons qu'on n'ait pas la formule du déterminant ou qu'on n'ait pas envie de l'utiliser, c'est ce qui va se passer plus tard quand on va généraliser à des matrices de taille beaucoup plus grosse. Alors, quelle est la façon simple de calculer le déterminant? Eh ben, toujours Gauss, hein, qui vient à notre secours, pour utiliser le pivot. Mais regardons ce qui se passe pour A différent de 0. Ben, pour A différent de 0, vous voyez que en haut à gauche, on a, à l'emplacement qu'on aime bien, un pivot, c'est-à-dire un élément non nul. On aime mieux que ce soit un, mais s'il est non nul, c'est bien aussi. Hein, quand on est sur un corps, ça veut dire qu'il est inversible. Et ça veut dire qu'on peut faire une opération, c'est-à-dire qu'on peut prendre la ligne L2 et la remplacer par L2 plus B bar A L1. Pardon. On la remplace par L2 plus B bar sur A L1, puisque A est inversible. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire, et en faisant ça, on sait qu'on ne change pas le déterminant. En fait, regardez.
cette façon de changer les lignes comme ceci, ça revient à multiplier à gauche, hein, on rappelle que les lignes c'est toujours à gauche, les colonnes à droite, à gauche par une matrice de transvection. Hein, regardez la matrice de transvection, 1 ici en diagonale, 0 ici, et B bar sur A. Comme ça, regardez, quand on va multiplier, ici on va avoir A, ici on va avoir B, et ici on va avoir B bar moins B bar, c'est-à-dire 0. Et là, on va avoir quelque chose qu'on découvre en faisant le calcul. Donc, faut bien se rappeler que la méthode du pivot, cela revient à multiplier ici à gauche par une certaine matrice de transvection et voilà, c'est la méthode du pivot de Gauss. Alors maintenant, à partir de là, oui, on peut calculer le déterminant. Et le déterminant, on va voir que c'est égal à B carré ici, donc B norme de B au carré, plus A à bas, donc plus norme de A au carré. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, on a démontré ça, bon, mais on l'a démontré pour petit a différent de 0. Oui, mais c'est une identité algébrique, hein, donc à gauche, ça va être une fonction continue en A, à droite, c'est une fonction continue en A, et C étoile est dense dans C. Donc, bon, quand on a A égale 0, on va pouvoir faire tendre A vers 0, et le membre de gauche va tendre vers l'identité pour A égale 0, le membre de droite va tendre vers l'identité pour A égale 0, et l'identité va rester une identité par continuité pour tous C, c'est-à-dire pour A égale 0 aussi. Voilà donc la stratégie du problème. Hein. Bon, vous allez me dire que je m'en fous, je pouvais le calculer comme ça, directement mon déterminant. Oui, mais ça, je vous le répète, on ne pouvait pas aller loin avec ça. Donc, cette méthode est quand même une bonne méthode pour aller plus loin. Et là, que nous propose le sujet? Il nous dit A est inversible. On va regarder le cas d'abord où A est une matrice inversible, ce qui va correspondre ici au cas petit a différent de 0. Et donc là, on va faire un pivot. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, ça, c'est instructif. C'est là où c'est intéressant de faire des problèmes. On découvre des choses. On dit, tiens, waouh, on a une méthode de pivot par bloc. Vous voyez, un Gauss par bloc. C'est génial. Alors, faisons Gauss par bloc. D'ailleurs, ce Gauss par bloc est intéressant. Il vous permet à des moments de calculer, pensez-y à Gauss par bloc pour calculer certains polynômes caractéristiques par bloc. Hein, c'est quand même intéressant. Ici, regardez, on va prendre notre matrice, là, ici, hein, on va prendre ça comme matrice, et on va faire exactement comme ici. Donc on va mettre un bloc identité, ici un bloc identité, et puis là, il va falloir se débrouiller à avoir 0 là, d'accord, pour avoir ici une matrice non plus triangulaire, mais triangulaire par bloc, et on sait calculer un déterminant de matrice triangulaire par bloc. Alors ici, on va voir quoi? Alors il faut l'équivalent de B bar sur A. Mais le problème, c'est que les matrices, c'est pas commutatif. On va diviser soit à gauche, soit à droite. Il faut choisir, d'accord? Et c'est pas la même chose. Et diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Il faut avoir quelque chose, voilà. Ici, on veut avoir B bar, et on veut avoir, donc on aura moins B bar ici, donc on veut B bar ici, donc il faut multiplier par A-1 ici, mais à droite. D'accord? Vous voyez, on avait le choix entre à gauche et à droite, et c'est à droite qui marche. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Et ce qui va faire qu'on va avoir ici A, B, ça bouge pas. Hein. On a fait juste une opération, pas sur les lignes, mais sur des lignes en bloc. C'est marrant. Hein. Et maintenant,
on va avoir ce bloc-là, ici, qui nous intéresse, qu'on va appeler le bloc D. Il n'est pas diagonal, je l'appelle D parce que C c'est déjà pris, puis c'est tout. D, c'est quoi? Eh ben, D, ça va être B bar A-1 fois B, plus identité fois A bar. Bah ouais, voilà, ça marche, ça fait B bar A-1 B plus A bar. Voilà, par multiplication matricielle par bloc. Hein, voilà ce que vous rédigez. Donc maintenant, on a ça, et l'énoncé voulait nous faire apparaître une matrice IN plus CC bar. Ben oui, parce qu'on va pouvoir mettre un facteur A bar, puisque A est inversible, A bar l'est aussi. Ça provient du fait que le déterminant de A bar, c'est le déterminant de A, le tout bar. Donc, A bar est inversible, on met en facteur A bar, et là, ça va faire A bar moins 1 B bar A moins 1 B plus IN. Et maintenant, on voit bien que c'est A bar et IN plus CC bar, avec C égale A moins 1 B. Alors là, il faut faire attention, il faut bien montrer proprement que, là ici, il faut mettre une barre dessus, voilà. Faut bien montrer proprement que ça, A-1 B bar, c'est A bar moins 1 B bar. Voilà. Ça, c'est important. Et ça vient du fait que bar, c'est un automorphisme. Alors après, involutif, ça va être important qu'il soit involutif pour montrer que A-1B, ce sera C bar. R, morphisme, non, mais pas forcément, on n'a pas besoin de R, mais le morphisme d'anneau et la commutation avec moins 1, hein, que A-1 bar soit A bar moins 1. Et tout ça, vous allez le tirer de cette question qu'on vient de faire sur le R automorphisme involutif. Voilà. Et donc, ça va faire maintenant que on va pouvoir calculer ce déterminant-là. Et ce déterminant-là, là, ce déterminant par le déterminant triangulaire par bloc, c'est 1. Et donc, on va avoir ce déterminant qui est égal à ce déterminant et qui est égal, encore par le triangulaire par bloc, au déterminant de A fois le déterminant de D. Et avec un minimum de manipulation, parce que vous allez avoir A fois déterminant de A fois le déterminant de ça, et le déterminant, de ça, et ça va faire det de A bar, avec ce qu'on a vu précédemment, ça va faire det de A en module au carré, fois le déterminant de ça. Et on a montré ce qu'on voulait, mais attention, on a pris A inversible. Donc on voit bien que lui, ce déterminant et ce déterminant sont de même signe. Maintenant, il va falloir se débarrasser de ce A inversible. Et c'est comme tout à l'heure, c'est la densité qui va nous le montrer. Donc on va regarder un petit peu cette densité. Alors, il y avait une grosse concentration sur la question 5. On va pas résoudre tout de suite, mais on commence à la mettre en place. Il faut montrer que 1 est équivalent à 2. Voilà. Et là, déjà, quand on était arrivé à la question 5, on avait fait une bonne partie du problème, si on fait la question 5 correctement. Hein. Donc, je vous rappelle que 1, c'est que ça c'est positif, que 2, c'est que ça c'est positif, et qu'on vient d'obtenir que cette égalité-là, avec C ici, mais cette égalité, elle nous donnait presque 1 équivalent à 2, sauf qu'il y a ce côté A est inversible, et donc il va falloir utiliser des questions de densité. Et on va montrer que GLN de C est dense dans Mn de C, ce qui est la généralisation pour n égale. Regardez, si vous regardez pour n égale 1, le fait que C étoile, puisque GLN de C, GL1 de C, c'est C étoile, il est dense dans M1 de C, c'est-à-dire C. Hein, d'accord, qu'on a utilisé tout à l'heure dans le cas n égale 1. Alors, il y a une preuve qui est presque immédiate si on connaît la semi-continuité du rang. Donc, quelque chose de connu. Donc, on aurait pu faire comme ça, mais le problème n'a pas voulu ainsi. Eh ben oui, GLN de C, c'est
avec la barre dessus, GLN de C, c'est l'orbite l'ensemble des matrices de rang n dans Mn de C. Donc c'est ce que j'appelle ON. ON bar, et on sait que ON bar, c'est la réunion des OK pour K compris entre 0 et n. C'est la semi-continuité du rang. Et ça, c'est égal à Mn de C, puisque, oui, ça, c'est toutes les matrices, finalement. Elles ont toutes un rang entre 0 et n. Donc, voilà, vous avez la densité directement, si vous connaissez la semi-continuité du rang, et plus précisément, cette propriété-là. Maintenant, le problème, on a voulu autrement, et regardez, hein, donc on va utiliser la réduction. Donc, soit M dans Mn de C, on cherche une suite, d'accord? Parce que ces histoires de densité, on le fait souvent avec des suites. On cherche une suite qui tend vers M. Et une suite à valeur dans GLN de C, d'accord? Et qui tend vers M. Si M appartient à GLN, il n'y a pas de problème. Hein. La suite, c'est la suite constante égale à M. Bon, donc on a gagné. Maintenant, si M n'appartient pas à GLN, alors ça veut dire que 0 est valeur propre, puisque ça veut dire que M n'est pas inversible, donc 0 est valeur propre. Bon, mais là c'est important, le spectre est fini. Hein, je vous rappelle que le spectre est fini, puisque on tire le spectre des racines d'un polynôme non nul. Donc il est fini. Et le polynôme caractéristique. Et donc, puisqu'il est fini, j'ai un min des modules de nu quand nu parcourt le spectre, mais pour que ce min ne soit pas nul, bien sûr, je vais prendre nu différent de 0, hein, bien sûr. Voilà. Et là, je vais prendre pour mu ce min-là. Et comme c'est fini, eh ben, ce min existe bien. D'accord? Donc, existence. Hein. Attention, hein, c'est pas parce que vous écrivez égal que ça existe forcément. Vous n'avez pas ce don-là. Hein, d'accord? Faut le prouver. Alors maintenant, ça veut dire que quand on va prendre lambda, un complexe, qui est de modules strictement compris entre 0 et mu, c'est-à-dire que lambda est non nul, entre autres, ça veut dire donc que lambda n'est pas valeur propre. D'accord? Forcément, d'après la définition. Et comme il n'est pas valeur propre, ça veut dire que m moins lambda in est inversible. Donc, est dans GLN. Donc maintenant, on va prendre pour AK, la suite qu'on cherchait, m moins lambda mu sur k in. D'accord? Voilà. Mu sur k in. Et effectivement, hein, ça va bien appartenir à GLN, parce que ça, c'est strictement plus petit que mu, hein, k étant supérieur à strict à partir de 1, hein, plus grand que 1. Et ici, attention, montrer proprement que AK tend vers M, d'accord? Donc on a AK dans GLN, maintenant il faut montrer proprement que AK tend vers M. Vous savez que les normes sont toutes équivalentes, donc vous prenez la norme que vous voulez dans l'espace des matrices, et la meilleure norme pour ce genre de truc, c'est la bête norme infinie, hein, donc le max des modules des coordonnées, et là, on voit bien quand on va faire AK moins M, qu'on va obtenir ici, au signe près, mu sur K in, donc tous les coefficients vont être inférieurs à mu sur K, et K, quand il tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. Donc, dites que vous pouvez choisir une norme, les normes sont équivalentes, et ensuite vous choisissez cette norme. Voilà. Donc déjà, là, on a montré que GLN de C est dense dans Mn de C. On continue. Alors, on va montrer que 2 implique 1. Donc, on sait, d'après cette formule, d'accord, que 2, et si 2 est vrai, alors 1 va être vrai, mais pour A inversible, d'accord? Parce que là, on voit bien que ça va être positif, ça va être positif, et donc ça va être positif. Bien. Donc, quel que soit dans GLN de C, ce déterminant-là, il est positif. Maintenant, le problème, ce qu'on veut montrer, c'est que A, si A n'appartient pas à GLN de C. Mais là, à ce moment-là, vous avez une suite AK qui tend vers A, avec AK dans GLN de C. D'accord? Donc AK, lui, est dans GLN. D'accord? Voilà. Et maintenant, on sait, d'après ce qui précède, que ce déterminant est positif. Donc maintenant, ce que je peux dire, c'est que cette limite, je vais faire tendre K vers l'infini, et cette limite, si
la limite existe, est positive. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on a des éléments, on a une suite de R+, et une suite de R+, si elle converge, elle converge dans R+. Ça s'appelle la propriété d'être fermé. R+, est un fermé. C'est le moment de le dire. D'accord? Voilà. Si on avait, par exemple, strictement, là, alors, là, on aurait encore ou égal. Parce que l'adhérence de R+ étoile, c'est R+. Voilà, hein, donc ça c'est des petites choses à savoir faire. Bon, alors maintenant il n'y a plus qu'à montrer que cette limite existe et que c'est la limite qu'on pense, c'est-à-dire ceci. Comme ça, ce sera terminé et on aura bien que c'est positif. Et regardez, limite de k tend vers plus l'infini de ce déterminant, là, d'accord? Et la limite va commuter avec le déterminant, puis cette limite, vous allez la passer là, ici, voilà, ça c'est ce que vous avez envie de faire. Maintenant, pour obtenir le résultat que vous vouliez. Mais cet échange de passage à la limite et d'une fonction demande que la fonction soit continue. Ici, ça demande d'être continue. Donc quand vous rédigez, déterminant et continu. Pourquoi c'est continu? C'est un polynôme, d'accord, dans les variables de la matrice. Donc un polynôme en les variables de la matrice est toujours continu. Ensuite, ici, m, maintenant, pour faire commuter ici, il faut montrer que l'application qui a m, d'accord, là où existe ma suite, donne m moins b bar b m bar, cette application est continue. Alors toujours pareil, là on est dans un espace vectoriel, il a une certaine topologie, là on est dans un autre espace vectoriel, de matrice, et il a aussi une topologie, c'est toute la topologie normique. Voilà. Donc, à connaître, toute cette topologie, j'ai fait des vidéos là-dessus. Maintenant, cette application, est-ce qu'elle est continue? Alors là, ce serait un peu maladroit de dire c'est polynomial, parce que z donne z bar n'est pas un polynôme, en z. En revanche, si on écrit ça comme espace réel, d'accord, c'est-à-dire donc x, y, alors ça devient polynomial, d'accord? Donc c'est des polynômes de l'espace réel des matrices, c'est-à-dire c'est toujours le même espace, mais vu comme R espace vectoriel, c'est-à-dire où les coordonnées sont prises sur R. Et là, vous pouvez argumenter que c'est polynomial, donc continue. Donc c'est bon, et c'est terminé. On a prouvé 2 entraîne 1. Alors, maintenant, on veut montrer que 1 implique 2. Alors, on suppose que 1 est vrai, et on veut fixer C dans Mn de C. Mais maintenant, C dans Mn de C, on va l'écrire B bar. Je vais appeler B le conjugué de C, de sorte à ce que C, on peut l'écrire IN-1, bon, de toute façon c'est l'identité, bar, c'est encore l'identité, fois B bar. Voilà. Bon. Donc ce B, il existe parce que toujours bar est involutif, vous voyez, on l'a montré au début. Alors on a IN bar, la B moins B bar, donc c'est ça. Comme IN est inversible, je peux écrire cette formule, et j'ai det de IN carré, det de IN plus C bar, puisque ça demandait ceci, qui est vérifié, d'accord? Donc, puisque 1 est vrai, ça, c'est positif, ça, ce déterminant, c'est égal à 1, donc le déterminant ici est positif, et c'est terminé. On n'a même pas besoin, vous voyez, de problème de densité, ici, il n'y a aucun souci. Alors, voilà. Ensuite, l'énoncé nous amenait à prouver que qui AB est égal à qui BA. Donc le polynôme caractéristique de la matrice AB est égal au polynôme caractéristique de la matrice BA. Pour tout A et B dans Mn de C. Bon, c'est un truc classique. Ça utilise, c'est vraiment une magnifique utilisation de la densité, encore une fois, de GLN, que l'on fait dans le chapitre 2. C'est même la première application de la densité qu'on donne, je crois, dans le chapitre 2 de Nouvelle Histoire hédoniste de groupes et de géométrie. Regardez comment on monte. D'abord, on le monte pour A est inversible. Oui, parce que AB et BA, d'ailleurs, c'était une indication de l'énoncé, il faut montrer qu'elles sont semblables. Ça veut dire qu'il faut mettre ici BA et AB,
et il faut mettre une matrice P et P-1 ici. Bah oui, mais BA, AB, bah ici on est obligé de mettre A-1 et ici on met A et on voit bien qu'on a une égalité et que c'est la même matrice qu'on a inversée ici, qui est ici. Bon, alors donc c'est semblable et les polynômes caractéristiques de deux matrices semblables, on peut l'affirmer que c'est... Après, il faut savoir le démontrer, hein. Ça vient du fait que c'est égal, parce que les déterminants de matrices semblables sont unis. Bon, alors maintenant, il faut le montrer pour A quelconque. Et ben voilà, encore la densité, AK, on a une suite de matrices, AK qui tend vers A, on l'a vu tout à l'heure. Donc, AKB tend vers AB, alors il faut savoir le dire. Le correcteur, évidemment, il attend que vous disiez que l'application qui a M donne MB est continue. D'accord? Pourquoi elle est continue? Parce qu'elle est linéaire, hein, ici. Bon. BAK tend vers BA. Alors vous pouvez dire de même là, bon, bien sûr, mais voilà. Alors, donc ça va vouloir dire, d'après ce qui précède, comme AK est une suite de GLN, hein, par densité, hein, on a qui AKB est égal à qui BAK. Voilà, d'après ce qui précède. Et maintenant, on monte donc on voit vraiment l'utilité de la topologie, hein, je trouve ça assez passionnant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qui AB, maintenant on veut montrer que c'est égal à qui BA. Mais qui AB, c'est qui de AB, c'est la limite quand K tend vers plus l'infini de AKB, d'après ça. Et on a envie de dire, là on peut se poser la question, que c'est la limite quand K tend vers plus l'infini de qui AKB. Si c'est vrai, alors d'après ça, ce sera la limite quand K tend vers plus l'infini de qui BAK, parce que AK est dans GLN, et là, si ça c'est vrai, ben ça ce sera vrai aussi, on a qui limite de BAK, et d'après ça, c'est limite de BA. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que ces égalités-là sont vraies, mais ça vient du fait que M donne, ces échanges de passage à la limite, vous le voyez bien, c'est juste de la continuité de M donne ici qui M. D'accord? Mais continue, là il faut vraiment bien préciser de quoi, dans quoi, avec quelle topologie, etc. Alors, M, il est dans Mn de C, muni de sa topologie normique. D'accord? Qui M? Ah, c'est un polynôme. Bah oui, mais c'est un polynôme. Alors, on pourrait dire c'est un polynôme C de X, mais lui, il est de dimension infinie, donc il n'a pas de topologie normique. C'est en dimension finie qu'on a quelque chose qui ne dépend pas de la norme. Donc ici, on a Cx indicène, donc les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Et là, on regarde les coefficients dans la base canonique, et on voit que les coefficients, ici, sont polynomiaux en les coefficients de m. D'accord? Par exemple, le terme de degré 0, c'est au signe près le déterminant, etc. etc. Pourquoi? Parce que qui m vient d'un développement d'un déterminant, donc il n'y a que des polynômes, et donc c'est polynomial. Donc c'est continu, et là, tout ça, c'est vrai. Donc on a que qui AB est égal à qui BA pour tout AB dans Mn de C. Alors ensuite, il fallait déduire de tout ce qui précédait, que qui de C bar appartient à R de X. Ça, c'était une étape pour montrer 2, puisque là, on veut montrer la propriété 2. Alors, ça appartient à R de X? Bah oui. A priori, ça appartient à C de X. Ah ouais, d'accord. Mais on veut mieux, on veut que ça appartienne à R de X. Alors, on veut montrer que qui C bar est un polynôme réel. Mais là, on va se servir du fait que c'est une fonction polynomiale réelle. Alors ça, attention, c'est encore un saut non négligeable dans le raisonnement. On peut assimiler polynôme et fonction polynôme quand on est sur un corps infini. Bon, il est clair que R est infini, C est infini. Bon, donc dire que qui C bar est un polynôme réel revient à dire que on a une fonction polynôme réelle, parce qu'il y a un unique polynôme associé à une fonction. D'accord? Polynomial.
Et ça veut dire qu'il faut montrer que lambda appartient, si lambda appartient à R, alors qui CC bar de lambda appartient à R. C'est ça la question qu'on se pose. Qui CC bar de lambda? On va dire que, bon, signe près, il y a des conventions différentes, mais c'est le déterminant de lambda identité moins CC bar. C'est ma définition préférée. Voilà donc quelque chose d'important, hein, ce saut entre polynôme et fonction polynomiale. Maintenant, il y a une deuxième chose importante. C'est que un critère réel, donc il faut montrer que ça, ce n'est... Bon, on sait que c'est dans C, mais il faut préciser. On a un élément complexe et il faut montrer qu'il est réel. Et quand on a un élément complexe, le meilleur moyen de montrer qu'il est réel, c'est de montrer qu'il est barre invariant. Ça, c'est fondamental d'avoir toujours ça dans l'esprit. Hein. Réel, barre invariant. Voilà. Quand on sait que c'est complexe. Bon. Alors on y va. On va faire det de lambda in moins cc bar le tout bar. Et on va montrer que c'est égal à det de lambda in moins cc bar. Et ce sera terminé. Donc, on a vu que le déterminant commutait avec bar. On le fait. Bar, on a vu que c'était un morphisme involutif d'algèbre, de R algèbre. Et bien, on va s'en servir, puisque lambda est dans R. Là, on se sert bien du fait, et ça, c'est le moment de le dire. Hein. Ça, c'est le moment de rappeler la question où on rédige. Hein. C'est un morphisme de R algèbre, pour ce lambda qui appartient à R. C'est ce qui nous permet de mettre le bar, de distribuer le bar comme ceci. D'accord ? Et de commuter avec l'addition. Et maintenant, ici, on a bar, in bar, c'est in, et maintenant, involutif, attention, ça va faire d'algèbre, donc il va commuter avec le produit, donc on va avoir C bar, C bar bar, mais involutif, donc C bar C. Vous voyez, là, toujours cette question là qui nous taraude constamment. Et là, ici, on reconnaît qui de C bar C de lambda. Mais qui C bar C de lambda, on vient de montrer que c'est qui C bar de lambda. Et donc, c'est bien le polynôme caractéristique, ce qu'on voulait. Voilà, là maintenant, on est dans l'hypothèse que C bar est à valeur propre simple. C'est-à-dire que C appartient à cet ensemble oméga qu'on avait défini au tout début, dont on va voir qu'il est dense, bon, tout ça. Mais pour l'instant, C bar est à valeur propre simple. Donc entre autres, C bar est diagonalisable, hein, ça on le sait. On sait même mieux, et ça c'est une question, de montrer que les multiplicités géométriques hein, sont toutes égales à 1, en quelque sorte. Bon, c'était quelque chose d'isomorphe à cette question. Effectivement, hein, on sait que la multiplicité géométrique de lambda, c'est-à-dire la dimension d'un sous-espace propre associé à une valeur propre lambda, bah forcément c'est supérieur à 1, sinon lambda ça ne serait pas une valeur propre, mais c'est inférieur à ma de lambda. Et étant donné que c'est simple, quand on dit simple, c'est la multiplicité algébrique. Donc ici, c'est 1. Donc il est coincé entre 1 et 1. Donc ça veut dire que les sous-espaces propres, ce sont des droites propres. Donc maintenant, pour CC bar, hein, maintenant, si lambda est dans le spectre de CC bar, mais dans R, à la fois dans le spectre de CC bar, mais dans R. Et on va montrer qu'alors, lambda est positif, d'accord, ou nul. Pour ça, l'énoncé nous demande de prendre un vecteur propre pour la valeur propre lambda, donc C bar V égale lambda V. Entre parenthèses, bien penser que ce vecteur propre, il est unique à un scalaire non nul près, d'accord? Et on nous demande de calculer C bar C de V bar. Bon, alors C bar C de V bar, on n'a qu'à mettre une barre ici, et la barre, ben, on la répartit, maintenant on commence à savoir les choses. Ici on a barre, ici on n'a pas plus de barre parce que c'est involutif, et ici on a barre. Lambda, comme il est réel, eh ben, le bar disparaît, il fait fondre le bar, et V, il a une barre. Donc on a cette formule facilement. Maintenant, on nous suggère de multiplier à gauche par C, donc ici on va calculer ça, et on a que C bar C
V bar égale lambda C V bar, j'ai commuté lambda. Mais maintenant, je fais un petit parenthésage pour montrer que C V bar, il appartient à l'espace propre pour la valeur propre lambda. D'accord ? Voilà. Mais ça, on sait que c'est CV. Donc, on a ça d'après ce qu'on vient de voir ici. Donc ça veut dire que CV bar, il est égal à mu V pour un mu dans C. Voilà. Maintenant, l'énoncé nous demande de calculer C mu bar V bar de deux façons différentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? De deux façons différentes. La première façon, elle nous saute aux yeux, c'est de prendre mu bar et de le sortir, puisque c'est linéaire. Donc ici, vous avez mu bar, C V bar. Voilà. Mais CV bar, d'après cette formule-là, CV bar, c'est mu V. Alors, mu bar, c'est V bar, du coup, c'est mu bar fois mu V, on fait un petit parenthésage, et mu bar mu, eh ben, c'est le module de mu au carré, et toujours fois V. Voilà. Donc ça, c'est la première façon. La seconde façon, ben, évidemment, on regarde C mu bar V bar, mu V, c'est CV bar, donc maintenant on met un bar dessus, pour voir que on a que ici, c'est CV bar, le tout bar. D'accord ? Donc, maintenant, je distribue le bar, ça va faire C bar, V bar bar, donc C bar V, et ici, c'est CC bar V, mais CC bar V, c'est lambda V ici. Donc on a finalement une égalité, les deux façons différentes, ça y est, c'est terminé. On a l'égalité vers laquelle nous avait amené un peu l'énoncé, et cette égalité, attention, on a envie de simplifier par V, c'est pas terminé. Faut faire attention à la dernière ligne droite. C'est là des fois qu'on se plante quand ça sent l'écurie là. Et vous voyez, il faut dire que V est non nul, d'accord ? Disons alpha V est égal à bêta V. Ça implique alpha bêta égale bêta si V est non nul. Et V est non nul parce que c'était un vecteur propre, donc ça il faut le dire. Et donc là maintenant, lambda est égal à mu, le module de mu au carré, et donc forcément il est positif, il n'y a pas plus positif que lambda, c'était ce qu'on voulait montrer. Alors maintenant ça y est, on va enfin montrer 2 dans toute sa généralité, donc 1 finalement, puisque 2 était équivalent à 1. Un petit rappel des éléments. D'abord, si lambda est dans le spectre de CC bar avec lambda réel, alors lambda est un réel positif. Ensuite, qui de CC bar est le polynôme caractéristique, il est dans R de x. Voilà ce qu'on avait montré. Et maintenant, on va montrer enfin cette propriété 2. Alors calculons dette de IN plus CC bar. Et là, on a beau tourner autour du pot, je ne vois pas trop comment faire, sinon mettre dette de moins IN moins CC bar pour faire apparaître ce qu'on connaît, c'est-à-dire le polynôme caractéristique de CC bar. Mais ici, il faut mettre moins 1 puissance n là. Alors j'ai moins 1 puissance n, et là maintenant, ça y est. C'est qui de CC bar appliqué en moins 1. D'accord ? Donc c'est moins 1 puissance n, le produit des moins 1 moins lambda, quand lambda parcourt les racines de qui CC bar. Je vous rappelle qu'on a choisi une définition du polynôme caractéristique qui est unitaire. Donc on a ça. Si on ne l'avait pas choisi unitaire, de toute façon on aurait le moins 1 puissance n, donc on ne peut pas échapper à cette formule-là. Très bien. Maintenant, dans le spectre, attention, il y a les réels et il y a les non réels. Les réels, on sait qu'ils sont tous positifs. Donc, moins 1 moins lambda est strictement négatif. Parmi les non réels, si lambda n'est pas réel, comme le polynôme caractéristique, lui, est réel, lambda bar, lui, qui est différent de lambda, puisque s'il était égal, il serait réel, est aussi racine, et je dirais même avec même multiplicité. D'où ça vient? Ça vient du fait que si x moins lambda puissance k divise un polynôme réel, alors
on peut prendre le bar, d'accord, le bar qui va être un automorphisme encore sur l'anneau des polynômes, sur l'algèbre des polynômes, et ici on va avoir bar, ça va diviser aussi, mais ça va diviser p bar. Mais ça divise p bar, donc je prends p dans C2x a priori, hein, mais p bar il est égal à p, d'accord, voilà. Donc ça veut dire que si x moins k puissance lambda divise p, alors x moins lambda bar puissance k et divise p aussi. Donc ils vont être racines avec la même multiplicité. Ça c'est important, hein, à bien connaître. Donc maintenant je reviens là-dessus. Je vais avoir dans ce produit à la fois moins 1 moins lambda et moins 1 moins lambda bar à chaque fois. Dès que j'ai lambda, je vais avoir aussi lambda bar. Donc je vais avoir un produit de module de moins 1 moins lambda le tout carré, donc quelque chose de positif. Donc maintenant, je m'intéresse juste au signe du côté réel. Je vais supposer qu'il y a k racines réelles, exactement k racines réelles. Donc ce qui veut dire qu'il y a 2k' racines non réelles. Et donc en tout, k plus 2k', c'est l'ensemble des racines. Je les compte avec multiplicité. Hein. Je vais avoir n en tout. Et ça veut dire que k et n sont de même parité, forcément. Et maintenant, le signe, puisque le signe du côté non réel, c'était positif, donc je le vire, et il suffit de regarder le signe de moins 1 puissance n fois le produit de moins 1 moins lambda pour lambda dans le spectre réel. D'accord ? Et ça, le moins 1 puissance n fois le moins 1 puissance k, puisqu'il y a k racines réelles, puisque kn sont de même parité, ça va s'annuler, et donc il va rester plus que pi de lambda dans R, de 1 plus lambda, hein, j'ai mis le moins 1 puissance k en facteur, et comme lambda est positif, 1 plus lambda est positif, et le produit est positif, et c'est terminé, on a montré on a montré ce qu'on voulait. Mais attention, c'est pas tout à fait terminé, parce que, vous vous rappelez, on avait choisi C dans un oméga, et oméga, c'était l'ensemble des C tels que C bar est à valeur propre simple. Bien, donc on a démontré 2, mais dans un cadre particulier, quand C, la matrice C, est dans un certain oméga. Maintenant, il reste à montrer que oméga est dense dans Mn de C. C'est ce qui va permettre de voir que à partir du moment où le déterminant de In plus C bar est positif pour C sur oméga, par continuité de cette fonction en C, et le fait que R plus est fermé, je vous rappelle, on aura cette inégalité vraie sur Mn de C. Donc bref, on veut montrer que oméga est dense sur Mn de C. Et ça, c'est des choses assez typiques, c'est vraiment comme un enchaînement classique, comme il peut y avoir en gymnastique ou au billard quand on fait des bandes et tout. Ce sont des classiques, ou en harmonie. C'est un enchaînement qui dure au moins 2-3 parties sur le problème, et pourtant c'est complètement classique. Donc ça vaut le coup quand même de le regarder. D'abord, première partie de l'enchaînement, le fait que C appartienne à oméga, ça veut dire quelque chose. Regardez, C, on lui applique qui de C, C bar, et on va lui appliquer le résultant, d'accord ? Donc si ça c'est un polynôme P, on applique le résultant de P, P', c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le discriminant du polynôme P. Bon, alors ça c'est quelque chose déjà d'important, et le fait d'appartenir à oméga, ça va vouloir dire que C est envoyé sur quelque chose de non nul ici. Voilà. Donc oméga, ça va être, si on appelle F cette application, ça va être F-1 de C étoile. Alors, pour l'instant, ça en fait pas encore un dense,
mais c'est le fait que cette application est polynomiale, donc elle va de Mn de C dans C, le fait qu'elle soit polynomiale et que ce soit un polynôme non nul qui va en faire un dense. Et ça, c'est dans l'enchaînement, c'est la deuxième partie de l'enchaînement. Alors donc ça, c'est la partie 3, et où on va introduire le résultant. Alors je vais un peu vite parce que le résultant, on l'a déjà vu dans une vidéo, même dans deux vidéos, mais dans une série de vidéos. Regardez, le résultant pour deux polynômes P et Q, c'est le déterminant, alors P est de degré M et Q de degré N. On regarde cette application linéaire qui a UV associe PU plus QV, je vais l'appeler phi, de R de X n-1, donc de degré inférieur ou égal à n-1, dans R de X de degré inférieur ou égal à m-1, qui va dans R de X de degré inférieur ou égal à n plus m-1. Donc globalement, ça c'est de dimension n plus m comme espace, et ça aussi de dimension n plus m, donc ça c'est important. Et en fait, on va regarder le déterminant. On fixe une base ici, assez canonique, et là la base canonique, et on regarde le déterminant dans ces bases, puisque c'est carré d'une matrice carrée qu'on obtient. Et donc, bon, je fais un résumé rapide, hein. Si P et Q sont premiers entre eux, vous regardez le noyau de ça, PU plus QV égale 0, donc c'est le noyau. Hein, c'est évidemment linéaire, hein, attention. Ça implique que PU égale moins QV. Maintenant, P divise le membre de gauche, donc il divise le membre de droite, mais il est premier avec Q, donc il divise V. Mais pour une question de degré, P est de degré M et V est de degré inférieur à M-1, ça force V à être égal à 0, et donc U égale à 0. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben moi je l'avais pourtant vu la vidéo et pourtant j'ai pas retrouvé. » Et voilà, mais c'est normal, il faut revoir les choses, faut retourner, faut faire des cycles hein, pour que ça finisse par rentrer. Bon, alors maintenant réciproquement, si P et Q ont pour PGCD D, alors donc différent de 1, alors, IMPHI, forcément, D divisant P et Q, D divise PU plus QV. Donc, IMPHI est inclus dans l'idéal des multiples de D. Donc, maintenant, bilan des courses. Si on a ça, alors phi est injective. D'accord ? Et si on l'a pas, phi n'est pas surjective. Mais injectif et surjectif et bijectif, puisqu'on a la même dimension, c'est pareil. Ce qui veut dire que si c'est un si et seulement si, le déterminant sera non nul si et seulement si P et Q sont premiers entre eux. Maintenant, dans un deuxième temps, il faut regarder P et P', le PGCD de P et P'. Si c'est égal à 1 sur C, ça veut dire que dès que D divise P et P', puisqu'on est sur C, on aura des racines communes à P et P'. Et donc P aura forcément une racine multiple. D'accord ? Donc, comme on est sur C et que dès qu'un polynôme n'est pas constant, il a des racines, ça veut dire que le fait que P est premier avec P' va être équivalent au fait que toute racine de P sera simple. D'accord ? Voilà. Et maintenant, donc le fait que C appartient à oméga est équivalent au fait que ce polynôme n'a que des racines simples, donc que ce résultant est non nul, d'après ce qu'on a vu là, et là, finalement. Et maintenant, on a ici bien une application polynomiale non nulle, parce qu'il existe des matrices à racines simples, ça forcément. Donc, on a une application polynomiale non nulle telle que oméga est égal à f-1 de C étoile. Maintenant, il faut montrer la densité, donc il faut montrer la deuxième partie dans l'enchaînement, c'est que quand on a un polynôme non nul à plusieurs variables,
parce que là il y a n de variables, à plusieurs variables, sur C, alors l'ensemble des zéros est le complémentaire d'un ensemble. Alors voilà ce que l'on va montrer. On va montrer dans un premier temps que si P est dans C de x1 jusqu'à xd, et qu'il existe I1 jusqu'à id des parties de C infinies, toutes infinies, hein, les D parties sont infinies, telles que P de petit x1 jusqu'à petit xd est nul pour tout duplet de x, hein, comme ça, avec xk dans ik, alors P est nul. D'accord ? Regardons tout de suite le cas D égale 1, et ce sera l'initialisation de notre récurrence. Comme ça va vous donner une idée de ce que ça veut dire. Donc ici, pour D égale 1, ça fait P, il appartient à C de x, hein, il n'y a qu'une seule variable maintenant, et on suppose que P de x égale 0 sur un ensemble infini. D'accord ? I1 est infini. Et ça implique, on le sait, que P égale 0. Alors pourquoi c'est vrai, vous vous rappelez, parce que si P est non nul, il a un certain degré, et on sait que, comme on est sur un corps, le nombre de racines ne peut pas excéder le degré. Donc forcément, P est nul. Voilà, puisque ça s'annule sur un ensemble infini, et donc il y a une infinité de racines. Voilà, donc P est nul. Maintenant, on va voir l'hérédité, donc on va supposer que c'est vrai jusqu'à D-1, et maintenant on va regarder P, regardez comment on va l'écrire. On va l'écrire comme polynôme en la dernière variable xd, donc somme de s égale 0 à, j'appelle petit n, allez, le degré de P, xds, et ici, je mets ps de x1 jusqu'à xd-1, c'est-à-dire ce sont des polynômes que je vois comme coefficients, hein, d'accord ? Donc c'est-à-dire que c'est une façon de voir P comme polynôme en xd avec des coefficients en x1 jusqu'à xd-1, d'accord ? Voilà, je regroupe un peu terme à terme. Et donc maintenant, ces variables-là, je les fixe, je les évalue en petit x1 jusqu'à petit xd-1, avec xi, là, comme ça, tous les xi dans i indice k, avec les i indice k infinis. Mais par contre, grand xd, je ne l'évalue pas encore. Donc ici, ça va me donner maintenant un polynôme à une variable. D'accord ? Le fait d'évaluer les d-1 premières, c'est à une variable. Et à une variable, on a démontré dans l'initialisation que, puisque en l'évaluant en petit xd, d'accord, c'est-à-dire sur une infinité possible d'éléments de id, eh ben, on a 0, d'accord ? Donc ce polynôme-là va être nul. Mais si ce polynôme est nul, ça veut dire que tous ces coefficients sont nuls. Donc tous ces coefficients ici sont nuls pour tout S. D'accord ? Voilà. Mais ils sont nuls, étant donné qu'on l'a démontré, donc ça veut dire que le polynôme PS est nul pour tout S, puisque on l'a démontré par l'hypothèse de récurrence, et donc ça veut dire que les PS sont nuls. Voilà, par récurrence. Et si les PS sont nuls, ça veut dire que P est nul, forcément. Voilà, donc on a montré ça. Il reste à montrer maintenant la densité de oméga P. C'est-à-dire, ici, on prend oméga P, l'ensemble des x1 jusqu'à xd de C puissance D. D, ce sera n2 hein, là-dedans. Tel que P de x1 jusqu'à xd est différent de 0. Eh bien, si P est différent de 0, si P n'est pas le polynôme nul, alors oméga P est dense dans CD et on aura terminé. Ben oui, pourquoi c'est vrai que oméga P est dense dans CD? Eh bien, puisque on va supposer qu'il ne soit pas dense, hein, et on va montrer que forcément P est nul. Alors, s'il n'est pas dense, alors ça veut dire qu'il existe un élément X dans CD qui n'est pas atteint par une limite d'éléments de oméga P, c'est-à-dire que X va posséder un voisinage qui est complètement disjoint de oméga P, et un voisinage ouvert, hein, je veux dire. Voilà, il est protégé par ce voisinage, et donc il ne peut pas être atteint à la limite. Voilà. Et maintenant, on va prendre
comme topologie de normique, on va prendre la norme infinie, ce qui va faire que donc les boules ouvertes, hein, ça va être des hypercubes, okay, et donc ça veut dire Vx contient, comme c'est un ouvert, il va contenir une boule pour n infini de x autour de x et une base de voisinage, ça va être de la forme moins epsilon puissance d, c'est l'hypercube, la puissance d, avec epsilon strictement positif. Et donc, ça contient un voisinage de x, ça va être de la forme x plus ça, c'est-à-dire un produit de xi moins epsilon, xi plus epsilon. Mais ces ensembles ouverts, comme epsilon est strictement positif, sont infinis, c'est les i petit i, et comme ils ne sont pas, comme ils sont dans Vx, ils ne sont pas dans oméga p, ça veut dire que P s'annule sur ce produit des grands I indice petit i. Et donc ça veut dire que c'est le produit d'ensemble infini, et on a vu ici que si ça s'annulait là-dessus, alors P était nul, donc P est nul, donc ça veut dire que ici, quand P est non nul, oméga P est dense dans CD. Et voilà, on a terminé le plus gros du problème, mais après, il y avait encore des petites choses. Là où ça fait.